Chapitre 23. Que Ruth n'eût aucune foi en l'avenir de Martin comme écrivain ne la diminua en rien à ses yeux. Pendant ses vacances reposantes, il avait passé de longues heures à s'analyser et à s'étudier. Il découvrit qu'il aimait la beauté mieux que la gloire et que, s'il souhaitait la célébrité, c'était surtout pour Ruth. Il voulait être grand aux yeux du monde afin que la femme qu'il aimait soit fière de lui et le trouve digne d'elle. Mais pour lui-même, il aimait passionnément la beauté et la joie de la célébrer lui suffisait. Et, plus que la beauté, il aimait Ruth. Il trouvait que l'amour était la plus admirable chose du monde. C'était l'amour qui avait opéré en lui cette extraordinaire transformation qui, du matelot grossier, avait fait un étudiant et un artiste. L'amour était donc plus grand encore que la science et l'art. Il avait déjà découvert qu'intellectuellement il dépassait Ruth comme il dépassait ses frères et son père. En dépit des avantages d'une éducation universitaire, de ses diplômes de licencié ès-lettres, elle restait très au-dessous de la puissance intellectuelle de Martin, à qui cette année d'études solitaires donnait une connaissance de la vie, de l'art, qu'elle n'acquérait jamais. Il se rendait compte de tout cela, mais sans l'aimer moins et sans qu'elle aime moins. Y avait-il le moindre rapport entre leur amour et leur différence d'opinion sur l'art, la morale, la Révolution française et le suffrage universel? Ce n'était que des raisonnements, et l'amour était au-delà de la raison. L'amour habite les hauts sommets, bien au-dessus des froides vallées de la raison, et celui qui cueille cette fleur rare ne peut plus descendre parmi les humains tant qu'elle n'est pas fanée. Grâce aux philosophes scientifiques qu'il affectionnait, la signification biologique de l'amour lui était connue. Mais procédant par ce même raisonnement scientifique, il arriva à cette conclusion que l'organisme n'obtint son plus haut développement qu'au moyen de l'amour et que l'amour ne doit pas être discuté, mais accepté comme la suprême récompense de la vie. Il considérait donc que l'amour ennoblissait toute créature et il aimait penser à l'amant éternel, s'élevant au-dessus de toutes les choses terrestres, au-dessus des richesses et du jugement des hommes, de l'opinion publique et de la gloire, au-dessus même de la vie et mourant d'un baiser. Tout en réfléchissant à ces choses, Martin travaillait sans relâche, excepté quand il allait voir Ruth, et vivait en spartiate. Il payait 2,50 $ par mois la petite chambre qu'il occupait chez une Portugaise veuve, Maria Silva, dure à l'ouvrage et dure de caractère, qui élevait comme elle pouvait sa nombreuse progéniture et noyait parfois ses soucis et sa fatigue dans l'aigre vinasse à 15 cents le litre, acheté chez l'épicier du coin. Martin commença par la détester, elle et sa terrible langue, puis il l'admira pour sa vaillance. Il n'y avait que 4 pièces en tout dans la petite maison. L'une d'elles, le salon décoré d'un gai tapis à fleurs et du portrait d'un enfant qu'elle avait perdu, était strictement réservée aux visites. Les volets en étaient toujours fermés et l'entrée en était sévèrement interdite à la marmaille nu-pied, sauf aux grandes occasions. On mangeait dans la cuisine où elle lavait, empesait et repassait tous les jours, sauf le dimanche, pour ses voisins, ce qui constituait le plus clair de ses revenus. Restait l'unique chambre à coucher, aussi petite que celle de Martin, dans laquelle grouillaient et dormaient les 7 gosses et leur mère. Martin se demandait toujours par quel miracle il pouvait y arriver, quand le soir, à travers la mince cloison, tous les détails du coucher lui parvenaient, les piaillements et les vagissements, les babilles et les pépillements pareils à ceux des oiseaux qui s'endorment. Une des sources de revenus de Maria étaient ses 2 vaches, qu'elle trayait matin et soir et qui se nourrissaient tant bien que mal de l'herbe des terrains vagues, gardée par l'un de ses gosses loqueteux. Leur tâche principale consistait à déjouer la vigilance tracassière des inspecteurs chargés des enclos. Dans sa petite chambre, Martin étudiait, écrivait et faisait son ménage. Devant l'unique fenêtre, face au porche minuscule, était la table de cuisine qui servait tour à tour de bureau, de bibliothèque et de support pour la machine à écrire.
Le lit, appuyé au fond du mur, occupait les 2/3 de la pièce. La table était flanquée, d'un côté, par un bureau fastueux ne servant que pour la décoration, car son mince plaquage s'écaillait un peu plus tous les jours. Dans le coin opposé était installée la cuisine, le fourneau à pétrole, une boîte à biscuits désaffectée renfermant des assiettes et divers ustensiles, une planche fixée au mur pour les provisions et par terre un seau d'eau. Martin devait aller chercher son eau au robinet dehors. Au-dessus du lit, accrochée par une poulie, pendait la bicyclette, qu'il avait d'abord essayé de laisser dans les sous-sols, mais comme la tribu des Silva s'amusait à démonter le guidon et à crever les pneus, il y avait renoncé. Il avait tenté ensuite de l'abriter sous le porche, mais un violent orage l'ayant inondé pendant toute une nuit, il la suspendit finalement dans sa chambre. Une armoire minuscule contenait ses vêtements et les livres qui s'accumulaient tellement qu'il ne trouvait plus de place sur la table ni dessous. Il avait pris l'habitude de prendre des notes en lisant, et si copieusement que sa chambre aurait été inhabitable sans quelques ficelles tendues en travers sur lesquelles il accrochait ses notes comme du linge à sécher. Et il était tellement encombré quand même qu'évoluer à travers la chambre était une entreprise difficile et qu'il ne pouvait ouvrir la porte d'entrée sans fermer d'abord celle de l'armoire et vice-versa. Quant à traverser la chambre en ligne droite, il n'y fallait pas penser. Le trajet ne pouvait se faire qu'en zigzag et de jour seulement. Après avoir élucidé la question des portes, il fallait virer à angle droit pour éviter la cuisine, puis à gauche pour ne pas se cogner au pied du lit, mais délicatement, sans quoi on risquait de buter contre le coin de la table. Entre le lit et la table, vous suiviez ensuite un étroit canal qui devenait impraticable quand la chaise occupait sa place normale devant la table. Aussi, quand elle ne servait pas, était-elle posée sur le lit. Il lui arrivait souvent de surveiller la cuisine en lisant, ou même d'écrire un paragraphe ou deux pendant que grillait le beefsteak. D'ailleurs, le coin réservé à la cuisine était si petit qu'il pouvait de sa chaise atteindre tout ce qu'il voulait. Debout, au contraire, il tenait trop de place pour ne pas s'encombrer lui-même. Doté d'un estomac d'autruche, il savait quels étaient les aliments à la fois nutritifs et bon marché. La soupe de pois cassés, les pommes de terre et les haricots bruns cuits à la mexicaine entraient pour une grande part dans son régime. Le riz, préparé comme les ménagères américaines ne sauront jamais le réussir, paraissait sur la table de Martin au moins une fois par jour. Les fruits séchés étant moins chers que les frais, il en avait toujours un pot cuit à l'avance, car il lui tenait lieu de beurre sur son pain. Quelquefois, il se payait le luxe d'un pot-au-feu. 2 fois par jour, il prenait du café noir et le soir du thé, l'un et l'autre délicieux d'ailleurs. Il lui fallait absolument économiser. Ses vacances avaient mangé à peu près tout son gain de la blanchisserie et des semaines s'écouleraient encore avant qu'il puisse espérer le résultat de son travail actuel. À part les visites à Ruth ou à sa sœur Gertrude, il vivait en reclus. Sa tâche quotidienne représentait au moins 3 journées du travail d'un homme ordinaire. Il dormait à peine 5 heures et il fallait avoir une constitution de fer pour supporter, comme il le faisait, 19 heures de travail consécutif. Jamais une seconde n'était perdue. À sa glace étaient affichées des listes de définitions, de prononciations. En se rasant, en s'habillant, en se coiffant, il repassait ces listes. D'autres listes étaient épinglées au mur au-dessus du fourneau, et il les compulsait en cuisinant ou en lavant la vaisselle. Dès qu'il les savait par cœur, il les remplaçait par d'autres. Chaque mot nouveau ou incompris rencontré dans ses lectures était immédiatement inscrit. Il emportait même de ces listes dans ses poches et les étudiait dans la rue ou en attendant son tour chez le boucher ou l'épicier. Il alla plus loin. En lisant les œuvres d'hommes arrivés, il nota les résultats auxquels ils étaient parvenus, les trucs qu'ils avaient employés, et tout cela devenait matière à étude. Il ne plagiait pas, mais cherchait des principes. Il dressa des listes de procédés habiles,
puis en inventa lui-même en s'ingéniant à leur trouver des applications originales. Il collectionna de la même façon des phrases parlées, des phrases mordantes comme de l'acide ou brûlantes comme une flamme, d'autres suaves, lumineuses et fraîches comme des sources d'eau vive dans le désert aride du langage conventionnel. Partout, il recherchait le principe et le procédé. L'apparence seule de la beauté ne le satisfaisait plus. Il a disséqué dans son laboratoire où les odeurs de cuisine alternaient avec les bruits de ménagerie de la tribu des Silva, et connaissant l'anatomie de la beauté, il se sentait plus près de pouvoir en créer. Il était incapable de travailler sans comprendre, en aveugle qui se fierait simplement à sa chance et à sa bonne étoile. Selon lui, rien ne devait se faire par hasard. Il voulait le pourquoi et le comment. Son talent était résolument créateur, et avant de commencer une histoire ou un poème, l'œuvre vivait déjà tout entière dans son cerveau avec sa conclusion et le moyen d'arriver à cette conclusion de la façon la plus intéressante. D'autre part, il s'émerveillait d'une trouvaille spontanée qui se révélait à l'épreuve de la plus sévère analyse. Et, bien qu'il desséquât la beauté pour en découvrir les principes ésotériques, il restait toujours convaincu que l'essence même de cette beauté est impénétrable. Il savait parfaitement, d'après son Spencer, que nul ne peut atteindre l'absolue connaissance et que le mystère inhérent à la beauté ne le cède en rien à celui de la vie même. Bien plus, que les fibres de la beauté et de la vie sont intimement mêlées et que lui-même n'était qu'une parcelle de cet insondable, tissé de soleil, de poussière d'étoiles et d'éther. Plein de ces pensées, il écrivit l'essai intitulé « Poussière d'étoiles », dans lequel il prenait à partie, non pas les principes de la critique, mais les critiques les plus célèbres. C'était profond, brillant, philosophique et délicieusement spirituel. Aussi, toutes les revues le refusèrent-elles avec un ensemble remarquable. Mais, s'en étant débarrassé l'esprit, il continua son chemin avec sérénité. C'était devenu une habitude. Une fois son sujet mûri, il le réalisait immédiatement à la machine à écrire. Qu'il fût ou non publié ensuite n'avait qu'une importance relative. Ce qui importait, c'était de débarrasser son cerveau d'un fardeau qui l'encombrait afin de pouvoir élucider d'autres problèmes et mûrir d'autres pensées. Il ressemblait un peu à ces gens qui, tourmentés par une souffrance, véritable ou fictive, rompent périodiquement un silence méritoire pour plaisanter sur l'objet de leur martyre, avec d'autant plus de violence qu'ils se sont contenus davantage. Chapitre 24. Les semaines passées, Martin n'avait plus le sou et l'échec des éditeurs se faisait attendre. Ses anciens manuscrits étaient revenus, puis repartis, et son journalisme ne réussissait pas davantage. Ses menus devinrent d'une simplicité de plus en plus rudimentaire. Pendant 5 jours, il vécut d'un demi-sac de riz et de quelques kilos de haricots secs. Puis, il tâcha de vivre sur son crédit. L'épicier portugais, jusqu'alors payé comptant, refusa toute avance lorsque la note de Martin eut atteint la somme énorme de $3,85. « Comprenez, dit-il, je vois bien que vous ne trouvez pas de travail, et je perdrai mon argent. » Et Martin n'eut rien à répliquer. À quoi bon se lancer dans des explications? La plus élémentaire conception commerciale s'opposait à ce qu'on fasse crédit à un garçon vigoureux, visiblement trop paresseux pour travailler. « Si vous voulez du travail, je vous fournirai de la marchandise, » assura l'épicier. « Pas de travail, pas de marchandise. Ça, ce sont les affaires. » Puis, pour bien lui prouver qu'il ne lui en voulait pas, il proposa. « Allons boire un verre au comptoir, on est tout de même des amis. » Martin but, pour montrer qu'il ne lui en voulait pas non plus, puis rentra se coucher sans dîner. Le magasin où Martin achetait ses légumes était tenu par un Américain dont les principes commerciaux furent assez faibles pour laisser monter la note à $5. Puis il arrêta les frais. Le boulanger alla jusqu'à $2, le boucher jusqu'à 4. Martin, en faisant le compte de ses dettes, dit qu'il en avait pour $14,
sans parler de ce qu'il devait pour la machine à écrire. Puis il se dit qu'on lui ferait bien 2 mois de crédit. Mais, au bout de ces 2 mois-là, son dernier achat chez le fruitier avait été d'un sac de pommes de terre, et pendant 8 jours, il mangea des pommes de terre, rien que des pommes de terre, 3 fois par jour. Un dîner chez Ruth, de temps en temps, l'aidait à ne pas s'affaiblir, mais il souffrait de devoir se modérer par bienséance quand son appétit faisait rage, à la vue de tant de bons plats étalés devant lui. Quelquefois, il entrait chez sa sœur au moment des repas et mangeait à sa faim, ce qu'il n'osait jamais faire chez les Morse. Et il travaillait toujours. Et tous les jours, le facteur lui rapportait des manuscrits refusés. Quand il n'eut plus de quoi les affranchir, ils s'accumulèrent sous la table. Puis vint un jour où il n'eut pas de quoi manger, puis un second jour. Il ne pouvait compter sur un dîner chez Ruth, car elle était partie à Saint-Raphaël pour 15 jours, et une fausse honte l'empêchait d'aller chez sa sœur. Pour comble de malchance, le facteur, l'après-midi, lui rapporta 5 manuscrits refusés. Alors Martin alla porter son par-dessus au mont-de-piété d'Auckland et revint avec 5 $ en poche. Il donna 1 $ d'acompte à chacun de ses 4 fournisseurs, se paya un beefsteak et des oignons frits, but du café et fit cuire un grand pot de prunes. Puis, rassasié, il s'assit à sa table et termina un essai qu'il intitula « De l'usure, institution philanthropique ». L'ayant dactylographié, il le jeta sous la table, car il ne lui restait rien des 5 $ pour acheter des timbres. Quelque temps plus tard, il mit sa montre et sa bicyclette au clou, et, ne retenant sur les sommes ainsi réalisées qu'un minimum pour acheter des provisions, il affranchit tous ses manuscrits et les expédia de nouveau. Son journalisme le décevait. Personne ne se souciait de lui prendre ses articles. Cependant, en les comparant avec ce qu'il voyait dans les journaux, les publications hebdomadaires et les revues populaires, il les trouvait décidément mieux, beaucoup mieux que la moyenne. Et pourtant, ça ne se vendait pas. Dans un des grands périodiques pour la jeunesse, il remarqua des colonnes entières de nouvelles et d'anecdotes. Il tenta aussi cette chance, en vain. Plus tard, lorsqu'il n'en eut plus besoin, il apprit que les rédacteurs avaient coutume d'augmenter leur salaire en fournissant eux-mêmes ce genre de prose. Les journaux humoristiques lui renvoyèrent ses histoires drôles et ses poèmes burlesques. Les vers, pour dire en société, ne trouvèrent pas davantage grâce dans les magazines. Restaient encore les nouvelles pour quotidien. Il savait que les siennes étaient meilleures que celles qu'on publiait. Ayant obtenu les adresses de 2 syndicats de journaux, il les inonda de nouvelles. Quand il en eut écrit une 20aine sans succès, il y renonça. Et cependant, chaque jour, il lisait, dans les quotidiens et les hebdomadaires, des masses de nouvelles dont pas une ne valait les siennes. Découragé, il en arriva à la conclusion qu'il n'avait aucun jugement, qu'il s'hypnotisait sur ce qu'il écrivait, bref, qu'il n'était qu'un illuminé plein de prétentions. L'inhumaine machine éditoriale suivait sa marche habituelle. Il joignait des timbres à ses manuscrits, les glissait dans la boîte. Environ 3 semaines après, le facteur montait l'escalier et les lui rapportait. Sûrement, rien d'humain n'était au bout de tout cela. Ce n'était que rouage perfectionné, engrenage bien combiné, distributeur automatique et burette à huile. Dans son désespoir, il en vint à douter de l'existence même des éditeurs. Jamais un seul ne lui avait donné signe de vie, et l'hypothèse était parfaitement plausible d'une grande manufacture anonyme actionnée par des mécaniciens, des typographes et des camelots. Les heures qu'il passait à Beyrouth étaient les seules heureuses. Mais toutes n'étaient pas heureuses. Une inquiétude morbide le tenaillait continuellement, bien plus énervante maintenant qu'elle aimait, car la possession réelle lui apparaissait plus éloignée que jamais. Il avait demandé 2 ans. Le temps passait et il n'aboutissait à rien. De plus, il se rendait parfaitement compte du fait qu'elle n'approuvait nullement son genre de vie. Ce n'était pas du ressentiment, car elle avait une nature trop douce,
mais elle était déçue de voir que cet homme qu'elle avait décidé de modeler à sa guise refusait de se laisser faire. Jusqu'à un certain point, il s'était prêté à ce remaniement, puis soudain buté, il avait refusé d'être formé à l'image de M. Butler ou de M. Morse. Ce qui était grand, puissant, original en lui, elle ne le voyait pas, ou pire, elle ne le comprenait pas. Cet homme d'une matière intellectuelle si souple qu'il était capable, lui si grand, de vivre dans n'importe quel trou de souris, elle le jugeait borné parce qu'elle ne pouvait le forcer à vivre dans son trou de souris à elle, le seul qu'elle connût. Elle était incapable de suivre les envolées de son esprit, et quand son cerveau dépassait le sien, il lui semblait fou, tout simplement. Jamais elle n'avait été surpassée par personne. Son père, sa mère, ses frères et Olney étaient à son niveau. Donc, puisqu'elle ne pouvait suivre Martin, le fautif, c'était lui. Toujours l'éternelle comédie de l'insulaire voulant faire la loi à l'univers entier. « Vous n'aimez que les valeurs bien établies », lui dit-il un jour au milieu d'une discussion sur Pabst et Vanderwater. « Je vous l'accorde, ce sont les deux critiques les plus avancées des États-Unis. Tous les maîtres d'école du pays regardent Vanderwater comme le souverain maître de la critique. J'ai lu sa prose et elle me semble le sommet de la stupidité satisfaite. Ce n'est qu'un pompeux soporifique, comme dit Gelett Burgess. Et Pabst ne vaut pas mieux. Son Hemlock Moss, en revanche, est admirablement écrit. Pas une virgule n'y manque. Et le diapason en est si élevé, si superlativement sublime. C'est le critique le mieux payé des États-Unis. Seulement, grand Dieu, ce n'est pas un critique du tout. En Angleterre, ils font mieux. Mais voilà, ils connaissent leur public et le flattent magnifiquement avec une parfaite sérénité et une moralité à toute épreuve. Leur revue me rappelle un dimanche à Londres. Ils sont les porte-voix du populaire. Ils soutiennent vos professeurs d'anglais et vos professeurs d'anglais les soutiennent. Il n'y a pas une idée originale dans leurs ouvrages et ils ne connaissent que la chose conventionnelle et bien établie. En fait, c'est eux la chose établie. Leur pauvre cerveau est aussi fortement frappé par les idées conventionnelles que l'est le mouton par la marque du troupeau. Et leur fonction consiste à mettre le grappin sur tous les jeunes universitaires, à en chasser soigneusement tout ce qu'ils peuvent avoir d'original dans le cerveau et à les marquer du sceau des valeurs établies. « Je crois être plus près de la vérité, » répondit Ruth, « en m'en tenant aux valeurs établies, que vous, avec votre rage iconoclaste, pareille à celle des sauvages des îles de l'archipel. »« Ce sont les missionnaires qui ont brisé les images, » répliqua-t-il en riant. « Malheureusement, tous les missionnaires sont partis chez les païens, de sorte qu'il n'en reste plus chez nous pour briser ces vieilles idoles, M. Vanderwater et M. Pabst. »« Vous oubliez les professeurs des universités, » ajouta-t-elle. Il secoua la tête avec emphase. « Non, il faut laisser vivre les professeurs de sciences. Ils sont vraiment grands. Mais ce serait vraiment une bonne œuvre d'exterminer 99% des professeurs de littérature anglaise à cervelle de perroquet. » Jugement sévère, mais qui, pour Ruth, était véritablement blasphématoire. Elle ne pouvait s'empêcher de comparer les professeurs, délicats, doctes, bien habillés, parlant d'une voix modulée, respirant la culture la plus raffinée, avec cet indescriptible jeune homme qu'elle aimait pourtant, toujours un peu débraillé, dont les gros muscles révélaient le passé vulgaire et qui s'excitait en parlant, exagérait tout et s'emballait à la moindre contradiction. Et puis eux, au moins, gagnaient largement leur vie, tandis que lui n'était pas capable de gagner un penny. Elle ne jugeait pas les arguments de Martin d'après ses paroles. Elle estimait simplement, inconsciemment il est vrai, que ses arguments étaient faux. Les professeurs avaient raison parce qu'ils avaient réussi. Martin avait tort parce qu'il échouait. Pour parler comme lui, ils étaient quelque chose et lui n'était rien. D'ailleurs, il était inconcevable qu'il ait raison, lui, qu'elle voyait encore, il n'y a pas si longtemps dans ce même salon, gauche et rougissant, jetant autour de lui des regards effrayés, affolé à l'idée que ses épaules roulantes allaient renverser un bibelot, demandant depuis combien d'années Swinburne était mort et annonçant triomphalement
qu'il avait lu Excelsior et le psaume de la vie. Inconsciemment, Ruth fournissait la preuve qu'elle n'estimait que les valeurs établies. Martin suivait l'évolution de ses pensées, mais se défendait d'aller plus loin. Il ne l'aimait pas pour l'opinion qu'elle avait de Pabst, de Vanderwater et des professeurs de littérature anglaise, et il se convainquit de plus en plus qu'il possédait des capacités cérébrales, une envolée philosophique qu'elle ne pourrait jamais comprendre ni même entrevoir. Sur le chapitre musique, elle le jugeait insensé et en matière d'opéra, complètement perverti. « Eh bien, vous avez aimé ?» lui demanda-t-elle un soir en rentrant de l'opéra où il l'avait amenée au prix d'un mois d'économie sordide sur sa nourriture. Émue et troublée par la musique, elle avait vainement attendu qu'il parle. « J'ai aimé l'ouverture, » dit-il. « Elle est admirable. »« Oui, mais l'opéra en lui-même. »« Admirable aussi, enfin la musique. Ça aurait été parfait si ces épileptiques étaient restés tranquilles ou avaient quitté la scène. » Ruth fut abasourdie. « Vous ne parlez pas de la Tétralani ou de Barillot ?» interrogea-t-elle. « De tous, de toute cette bande de fous. »« Mais ce sont de grands artistes, » fit-elle en protestant. « Ça ne les a pas empêchés de saboter la musique, avec leurs jeux faux et conventionnels. »« Mais vous n'aimez pas la voix de Barillot ? C'est le meilleur après Caruso, paraît-il. »« Bien sûr, je l'aime, bien que je préfère encore la Tétralani. Sa voix est esquisse, à mon avis du moins. »« Mais, balbutia Ruth, je ne comprends pas ce que vous voulez dire. Vous admirez leur voix et cependant vous dites qu'ils sabotent la musique. »« Précisément. Je donnerai cher pour les entendre au concert et donnerai encore davantage pour ne pas les entendre quand l'orchestre joue. Voyez-vous, j'ai peur de n'être qu'un affreux réaliste. Les grands chanteurs ne sont pas de grands acteurs. Entendre Barillot chanter une phrase d'amour d'une voix céleste, entendre la Tétralani lui donner la réplique d'une voix également céleste, et les entendre accompagnés par une musique colorée, rutilante, est un régal absolument merveilleux. Je fais mieux que l'admettre, je l'affirme. Mais tout l'effet en est gâté quand je les regarde, quand je vois la Tétralani, 100 kilos et 1,85 m, et Barillot avec sa figure huileuse, son torse trapu et ses jambes trop courtes. Quand je les vois tous les deux prendre des poses plastiques, se frapper la poitrine, agiter leurs bras comme des fous échappés d'un asile d'aliénés. Et quand on me demande de m'imaginer que j'assiste à une scène d'amour entre une jeune et belle princesse et un prince charmant, eh bien non, je ne peux pas accepter ça, voilà tout. C'est stupide, absurde et faux. C'est surtout faux. Ne me dites pas que quelqu'un a jamais chanté son amour de cette manière. Comment ? Mais si je vous faisais la cour ainsi, vous m'enverriez des gifles. Mais vous faites erreur, protesta Ruth. Chaque forme d'art a ses limites. Elle faisait son possible pour se rappeler une conférence sur la convention dans les arts qu'elle avait entendue à l'université. En peinture, vous n'avez que 2 dimensions sur la toile. Pourtant, vous acceptez l'illusion des 3 dimensions que l'art du peintre lui permet de représenter. Pour la littérature, c'est la même chose. Vous trouvez parfaitement légitime que l'auteur vous décrive les pensées intimes de son héroïne et vous savez que l'héroïne était seule et que ni l'auteur ni personne ne pouvait savoir ce qu'elle pensait. C'est la même chose pour le théâtre, la sculpture, l'opéra, pour toutes les manifestations d'art. Certaines choses inévitables doivent être acceptées. « Oui, je comprends, » dit Martin. « Chaque art a ses conventions. » Ruth fut surprise de l'entendre employer ce mot. On aurait dit qu'il avait étudié à l'université, au lieu d'avoir glané quelques notions au hasard à travers les livres de la bibliothèque. Mais les conventions mêmes doivent approcher de la réalité. Nous admettons que des arbres peints grossièrement sur du carton et dressés de chaque côté de la scène représentent une forêt. Bien. Mais d'autre part, nous n'admettrions pas que cette même forêt soit représentée par un paysage marin. Ce serait une absurdité. Nous ne pouvons l'admettre. Et vous-même ne pouvez pas, ou plutôt ne devriez pas, accepter que les frénésies ridicules, les contorsions et les grimaces pénibles des 2 fous de ce soir
soit censé représenter une scène d'amour. Alors, vous ne vous croyez pas supérieur à tous les critiques musicaux? Non, non, pas pour l'instant. J'use de mon droit individuel, simplement. Je viens de vous dire ce que je pense, afin que vous compreniez pourquoi les gambades éléphantines de Madame Tetralani sabotent pour moi le plaisir de la musique. Les grands juges musicaux peuvent avoir raison, tous tant qu'ils sont. Mais moi je suis moi, et je ne subornerai pas mon goût au jugement unanime du public. Si je n'aime pas une chose, je ne l'aime pas, voilà tout. Et rien au monde ne me fera l'aimer parce que la grande majorité de mes contemporains l'aiment, ou fait semblant de l'aimer. Mes goûts et mes aversions ne suivent pas la mode. Mais vous savez, la musique est une éducation, discuta Ruth. L'opéra surtout. Ne croyez-vous pas que je ne suis pas éduquée pour l'opéra? Fit-il vivement. Elle fit un signe affirmatif. Justement, dit-il, et je me considère comme très heureux de n'avoir pas été pris quand j'étais petit. Si je l'avais été, ce soir j'aurais versé de douces larmes et les clowneries surannées de ce couple délirant n'auraient, à mes yeux, que mieux fait valoir la beauté de leur voix et celle de la musique. Vous avez raison. Oui, ce n'est qu'une affaire d'éducation. Mais à présent, je suis trop vieux. Il me faut de la vérité ou rien du tout. Une illusion qui n'est qu'une parodie est un mensonge, tout simplement. Et c'est l'effet que me produit le grand opéra quand le petit Barillot, subitement enragé, s'évertue à écraser contre sa poitrine la volumineuse Tetralani, également enragée, et qui hurle à l'oreille combien il adore. Une fois de plus, Ruth le condamna au nom des préjugés et de sa foi dans les valeurs établies. Pourquoi aurait-il eu raison contre les gens si cultivés? Son discours et ses pensées ne lui produisaient aucune impression. Elle avait trop le respect des opinions officiellement accréditées pour avoir la moindre sympathie pour les idées révolutionnaires. De tout temps, la musique et l'opéra lui avaient plu comme il plaisait à son entourage. De quel droit Martin Eden, à peine sorti des ragtimes et des chansons populaires, s'érigerait-il en juge de la musique de son monde à elle? Tout en marchant à côté de lui, elle s'énervait et se sentait vaguement blessée dans son orgueil. Même en faisant appel à toute son indulgence, elle considérait sa profession de foi comme un caprice d'assez mauvais goût, une gaminerie un peu déplacée. Mais quand, devant sa porte, il la prit avec tendresse dans ses bras et l'embrassa amoureusement, elle oublia tout. Et, plus tard, dans son lit, sans pouvoir trouver le sommeil, elle se demanda avec étonnement, ainsi qu'elle se l'était souvent demandé depuis quelque temps, comment elle avait pu aimer un homme aussi étrange et comment elle aimait malgré l'opposition de ses parents. Le lendemain, Martin Eden, laissant de côté le journalisme, se mit, encore tout bouillant de sa discussion de la veille, à un essai qu'il intitula « La philosophie de l'illusion » et le termina d'une traite. Il le timbra et l'expédia aussitôt. Mais il devait le timbrer bien des fois encore et le réexpédier bien souvent pendant les mois qui suivirent.